It will be a movie that will scare you with the pop music that I put, because it will be relentless. You will hear all sorts of songs you have forgotten about, and it will be relentless. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus ce soir. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce film? Parce que je voulais faire un film pour enfants en fait, un film d'horreur mais pour toute la famille. Et moi je produis mes films un peu en dehors du système, ce sont des films indépendants, je les produis avec mon propre argent. Et après que j'ai fait Bodied, je voulais faire un film d'horreur mais pour enfants. Pourquoi? Parce que les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent regarder? C'est soit Dora l'exploratrice, soit Terrifier 3, et il n'y a pas d'entre-deux. Mais ce film s'adresse aussi aux plus âgés d'entre vous, et je parle des personnes aussi jeunes que 30 et 40 ans, et vous allez vous sentir très vieux aujourd'hui. Bien sûr, ce film ne fera pas forcément peur aux plus chevronnés d'entre vous, mais ce qui risque de vous faire peur, ce sera la musique pop du film. Vous allez vous rappeler de très vieux souvenirs. Joseph sera là pour les questions-réponses après la séance, donc voilà, on n'a pas fini encore avec Joseph. Thank you. Salut à tous. Il y a toujours une première question. Ah, en bas. Merci pour ce magnifique film distrayant. Je voudrais simplement poser une question technique. Est-ce que le co-scénariste Dan Koontz existe vraiment? Parce que j'ai vraiment senti des similitudes avec le roman Whispers de Dean R. Koontz. Et avec le film qui en a été adapté de Whispers de Joe Chappelle. Merci. No, he's a real person. I had 3 writers on it. One was Sam Lasky, there was me, and then Dan, and it was just a process. Like, if you want to know the writing process, it started with me coming up with the idea, and I've had this idea for about 20 years. It was originally a music video for Nine Inch Nails, which I never did, and then I just saved it to make a movie, and then we wrote it about 7 years ago, actually right after Bodied, and then you know, I was going to make it during like in 2020, but COVID happened, and so it took me till now to do it, but it was going to be made many years before. Alors, Dan Koontz est bel et bien un humain qui existe. Si vous voulez savoir un peu l'histoire de comment le scénario s'est écrit, on était 3, donc c'était tout un processus. En fait, j'ai eu l'idée il y a 20 ans, et de base ça devait être un clip pour le groupe Nine Inch Nails, et en fait c'est devenu un film. Et donc j'ai commencé à écrire le scénario il y a 7 ans, juste après le film Bodied, et ensuite le Covid est arrivé, donc finalement il est arrivé maintenant. Une question en bas. J'étais juste curieux de savoir si le passage dans la voiture avec les pistons qui étaient rouges et tout, c'était une référence à Torque ou pas du tout. Yeah, that was a Torque shot. Oui, complètement un plan de Torque, effectivement. Une question encore en bas. Bonsoir, merci pour le film. Ma question, c'était par rapport au générique de fin, il y a marqué Debra Winger. Alors, est-ce que c'est la Debra Winger qu'on connaît, et si oui, qu'est-ce qu'elle jouait comme rôle? Deborah Wilson. Deborah Wilson is the captain in the middle of the movie, the black woman that tells him he's stupid. Effectivement, c'est Deborah Wilson, et c'est la chef de l'armée qui explique à Hank qu'il est stupide. On aura juste une question au premier. Bonsoir. Vous êtes très reconnu pour vos clips, et je me demandais pourquoi rester dans le circuit indépendant, de vous autoproduire. Comment se fait-il que vos films qui sont divertissants ne soient pas produits par des grosses boîtes?
I don't know. Bonsoir, et merci beaucoup pour le film. J'aurais voulu savoir d'où venaient vos... Pourquoi ces références constantes à Hoobastank dans votre filmographie? Comment vous dites? Les références à Hoobastank dans Detention, et ici avec la chanson The Reason au début du film. Hoobastank, oh yeah. Merci beaucoup. Oh, so, no, Hoobastank is like one of the definitive 2004 bands of all time. And they forced that on me on Torque. I actually wasn't going to put that band in there in the first place. And I got really mad that they made me have it in the movie. And so there's a lot of Hoobastank references in all my other movies because fuck Warner Brothers. Thank you very much. Donc effectivement, merci, je trouve que c'est vraiment un groupe emblématique qui était déjà en 2004, donc l'année où Torque est sorti, et Warner Brothers m'a obligé à le mettre dans Torque, et ils étaient vraiment insistants et en colère par rapport à ça, et du coup là j'ai décidé de faire la blague parce que fuck Warner Brothers. But to be fair, I think they're a fine band. Like, and this one, it's not that I hate the band, it's that it's the definitive 2004 band, and that's his music, Hank's music. Mais je sais pas du tout, je trouve que c'est un groupe tout à fait respectable en dehors de ça. C'est juste que je trouve que c'est très emblématique de l'année 2004, et évidemment ça représente le personnage de Hank du coup. On a encore une question en haut, au premier. Vous nous avez préparé une version un peu spécifique pour Paris. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelles ont été les modifications, les fameux 5 plans que vous avez retravaillés un petit peu dans l'urgence pour cette projection exceptionnelle ce soir? No, I was just improving the film. There's actually been 5 versions of this film, and after every screening, I look at what the audience reacts like. I don't have the money for a test screening, so my film festivals are the test screening. So as I watched it, I realized there's a couple moments that needed some breathing room. So the shots that you guys just saw, that no one else has ever seen, is, you know, after Hank gets frozen up on the tower, and then they look at the sun and they're all frozen. Before it would just cut to him breaking free, and this time I cut to those 3 shots of the city frozen, those tracking shots. And I just felt like it gave a little moment of, I don't know, emotional release before we get the explosion going. Another shot, what was the other shot? There's some insert shots of action stuff of like windows breaking, and then another one of like when he gets attacked on the neon, you actually see the ick like going up the neon, you can see the electricity going, so you can actually see what's happening for the first time. It's just little logic things. And actually, I would say there's about 80 shots in here where I added smoke and things like that to make the ick feel a little more hot or cold or whatever you want to feel off that stuff. I don't know, I just like it. I like it better with this, you know, so this is my favorite version so far. Alors effectivement, le film a été un petit peu amélioré pour ce soir. En fait, il y a 5 versions différentes du film parce que tout simplement, je n'ai pas d'argent pour faire des essais. Donc c'est vous, mon essai. Ce sont les festivals qui me permettent de m'améliorer. Et j'ai ajouté quelques respirations dans le film pour ce soir. J'ai modifié un peu le rythme. Par exemple, on a un plan où Hank, juste après qu'il soit paralysé sur la tour, on le voyait directement se libérer, et là à la place on voit des plans de la ville totalement paralysée. Donc je trouvais que ça rajoutait un moment de décompression émotionnelle avant la grosse explosion. Et on a aussi quelques plans de fenêtres qui explosent que je vous ai ajoutés. On voit un moment plus précisément quand le hic essaye d'attaquer Hank. On voit l'électricité et le néon, on comprend plus précisément ce qui se passe. Donc voilà, j'ai fait des petites modifications logiques et j'ai ajouté pas mal de fumée pour qu'on comprenne mieux à quel point le hic était de températures différentes. On a une autre question au premier. Bonsoir, une petite question par rapport à votre notoriété sur les clips. Vous faites des clips, vous avez toujours fait des clips pour des artistes musicaux prestigieux, et néanmoins effectivement sur l'aspect purement cinéma, film,
Vous êtes toujours dans le cinéma indépendant, enfin vous semblez aujourd'hui dans le cinéma indépendant. On peut le comprendre par rapport à votre cinéma un peu iconoclaste, mais comment vous produisez aujourd'hui en fait ce genre de film, parce que vous êtes très généreux, les effets spéciaux sont remarquables, donc comment ça se construit aujourd'hui, et vous faites des références aux années 2000, donc en 20-25 ans, quel regard vous avez sur la production du cinéma indépendant? The budget is very terrible on this film. There's no money, by the way. One of the ways I did it was I shot in Texas, where there's no film business. And a lot of the credits that you see in terms of the actual making of the movie were done with people that weren't even filmmakers. Like, we pulled people out of Starbucks to be grips. In terms of the equipment, I got all the equipment for free because, you know, like a lot of filmmakers make a film once every 3 or 4 years. And it's a big $100 million movie, but then they disappear for, you know, a couple years or whatever, and then they do another one. I'm different. I shoot a commercial or a music video every 2 weeks. Sometimes I do 3 or 4 a month and things like that. So I'm constantly shooting. So the town knows that I make a lot of money for them, you know? So if I ask for a favor, it's not like I'm like a waiter like that just had an indie film and I just got out of film school. I'm an industry in and of myself, basically. So if people want me to work with their camera equipment, they need to give me a favor when every 7 years I decide to do something personal. If they don't give me the equipment that I have given them a ton of money for over the last 7 years, they will not get my next 7 years of business. So that's the way it works. Nous avons encore une autre question. Juste une petite interprétation. Et en fait, le budget pour ce film, il est vraiment nul, il est très bas. Et en fait, ce film, je l'ai tourné au Texas, pas d'une zone où il y a plus de cinéma. Et on a utilisé, par exemple, des gars qui travaillaient à Starbucks, on les a recrutés. On a demandé beaucoup de faveurs aussi, on a fait beaucoup de choses gratuitement. Il y a beaucoup de réalisateurs qui font des films toutes les quelques années, qui coûtent 100 millions chacun. Moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Je fais un film tous les 7 ans, et le reste du temps, je produis une vidéo de musique presque tous les 2 mois. Donc je suis tout le temps en train de filmer, en fait. Et donc je peux me permettre de demander des faveurs, en fait. C'est presque comme si j'étais l'industrie du cinéma, là où j'habite. Donc si les gens veulent continuer à travailler pour moi dans les 7 prochaines années, et ben, ils me prêtent des choses gratuitement. I mean, it's a trade, right? I did not become a filmmaker just to sell shoes and cars or 17-year-old girl songs, you know? Like, I want to make movies. So the agreement is, I will sell your car, I will sell your song, I will sell your clothing and whatever you want for 7 years, but every 7 years, give me my favor, you know? And that's what this is a favor movie. Et moi, je ne fais pas des films voilà, juste pour faire du profit. Je fais des films pour me faire plaisir, une fois tous les 7 ans. Donc, c'est vraiment un échange de faveurs. C'est, ok, pendant 7 ans, je vais vendre vos chaussures, votre voiture, tout ce que vous voulez. Juste, rendez-moi ce grand service une fois tous les 7 ans. Donc voilà, c'est un film qui est un grand service. Bonsoir, merci beaucoup pour le film. Vous disiez que vous avez commencé à écrire le film il y a 7 ans, et je voulais savoir comment la pandémie a influencé l'écriture. It messed up my movie because I thought my movie now became super obvious. It was never a disease metaphor. You know, horror has, you know, metaphors underneath everything, but the metaphor changes decade by decade. You know, a horror film in 1930 is not the same as 1950, which is more atomic-based, you know, and then 1980s it became more disease-based with AIDS, and now I feel horror today is more about beliefs, you know? It's like identity. It's that you don't think like me and you're the enemy. And that's what I think the metaphor is these days, and so it was never a COVID parable. COVID, you know, when it came out, I just realized, oh shit, this is going to make my movie look like a COVID parable. But it was already written that way. It's like literally, we changed barely any, we made a couple COVID jokes here and there because we had to acknowledge it. But it was never meant to be a COVID parable. It was always meant to be a belief parable.
En fait, ça a vraiment bousillé mon film, le Covid. Parce que maintenant, je trouve que c'est trop évident presque. Je me suis dit ça, le scénario. Le film n'était jamais censé être une métaphore de maladie. Je trouve que, bien sûr, dans le genre de l'horreur, il y a souvent des métaphores récurrentes qui viennent tous les 10 ans. Donc, dans les années 50, c'était une métaphore atomique. Ensuite, dans les années 80, avec le sida, c'était plus des métaphores autour de la maladie. Et pour moi, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le genre de l'horreur, c'est plutôt les métaphores autour de l'identité, l'idée que l'autre est dangereux parce qu'il a des croyances différentes. Et donc c'est pas du tout censé parler du Covid, le film. Donc je me suis dit, mince, maintenant ça va ressembler à ça, mais tout était déjà écrit. On a juste ajouté quelques petites références au Covid pour quand même reconnaître que c'est arrivé. Mais moi je voulais surtout parler des croyances des individus. Thanks. On va arrêter ici le Q&A. Désolé pour ceux qui avaient encore des questions.